Je me souviens d'une vie qui, à première vue, semblait n'être qu'une succession d'événements ordinaires, tissés de ces fils que l'on retrouve dans la plupart des existences, les miens comme les vôtres peut-être. J'avais atteint cet âge, la fin de la trentaine, où l'on pense avoir jeté les bases solides de son avenir, où les rêves de jeunesse ont muté en une forme de pragmatisme teinté de tendresse. Je vivais dans une petite maison mitoyenne, en périphérie d'une ville moyenne, l'une de ces bâtisses aux briques rouges qui absorbent les bruits du quartier, les rires lointains des enfants, le vrombissement des voitures, et qui abrite des vies sans éclat particulier mais chargées d'une humanité profonde. Mon quotidien était celui d'un technicien dans une entreprise de logistique, un travail stable, honnête, mais dont l'uniformité pouvait parfois peser, une sorte de bruit blanc constant qui remplissait mes journées. Chaque matin, le réveil à 6 heures, le café noir qui brûle la langue, le même trajet, les mêmes visages au travail, puis le retour vers ce que j'appelais mon havre, le lieu où Élise m'attendait. Elle, Élise, ma femme, était le soleil qui se levait et se couchait dans mon univers, le pivot autour duquel toutes mes certitudes gravitaient. Elle avait le même âge que moi, un sourire qui, pendant longtemps, avait été ma boussole, capable de dissiper n'importe quelle ombre, et des yeux d'un marron profond qui savaient lire au-delà des mots. Elle travaillait à temps partiel comme assistante administrative, une activité qui lui laissait du temps pour notre foyer, pour les petites attentions qui façonnaient notre intimité. Notre vie ensemble, c'était le parfum du pain grillé le matin, nos pieds qui se cherchaient sous la couette dans le froid de l'hiver, les blagues partagées sur le canapé devant un vieux film, les dîners simples mais savoureux où l'on refaisait le monde à notre échelle, nos voix se mêlant dans la quiétude des soirées. Ces moments étaient les joyaux de notre quotidien, des parcelles de bonheur discret, non pas éclatantes comme des feux d'artifice, mais douces et persistantes comme la chaleur d'un feu de cheminée. On n'avait pas de grands voyages exotiques à raconter, pas de voitures de luxe à exhiber, mais on avait une histoire, nos rires, nos silences complices, et ça, je le croyais, c'était la plus grande des richesses. N'est-ce pas ce que nous recherchons tous, au fond, une certaine forme de paix dans la simplicité des liens? Pourtant, cette vie n'était pas exempte de ces fardeaux. Les soucis, oui, ils étaient là, omniprésents mais jamais dévastateurs, du moins le pensais-je. Les fins de mois étaient souvent un numéro d'équilibriste, une gymnastique mentale pour faire coïncider les dépenses avec des revenus modestes. Le prix de l'essence, la facture d'électricité qui s'envolait, la vieille machine à laver qui menaçait de rendre l'âme, les réparations imprévues sur la voiture, autant de petites piqûres d'épingle qui maintenaient une tension sous-jacente, une sourde anxiété que nous partagions sans jamais vraiment l'exprimer à voix haute, de peur de la rendre plus réelle, plus oppressante. On s'était promis de s'en sortir, de construire quelque chose de solide, de s'offrir un jour ce petit jardin dont Élise rêvait tant, un espace à elle où elle pourrait planter des roses et des herbes aromatiques. Notre amour, je l'imaginais, était comme une vieille maison robuste, celle où nous vivions d'ailleurs, avec ses murs épais qui avaient vu passer des générations, ses poutres qui craquaient sous le poids des années mais qui tenaient bon face aux intempéries. On avait traversé des tempêtes, des hivers rigoureux, des canicules étouffantes, et chaque fois, notre abri avait tenu bon, nous protégeant, nous gardant au chaud, nous offrant un refuge inébranlable contre le monde extérieur. Je ne concevais pas un instant qu'une fissure puisse un jour lézarder ses fondations. Mais si je replonge mon regard dans le passé, si j'écarte les voiles de la naïveté et de l'amour aveugle, je perçois désormais, avec une clarté insoutenable, les premiers signes, ces fissures microscopiques dans le plâtre de notre quotidien, des craquelures si fines qu'elles échappaient à l'œil non averti, au mien surtout, alors prisonnier de l'affection. Je me souviens de ces moments où Élise, ma solaire Élise, devenait soudain distante, comme si un mur invisible s'était dressé entre nous au milieu d'une conversation banale. Ce n'était pas une absence physique, non, mais une sorte d'éloignement intérieur, son esprit semblant vagabonder bien loin de moi, de nos murs, de notre routine. Je la voyais fixant le vide, un léger froncement de sourcils, une moue imperceptible sur les lèvres, et quand je lui demandais à quoi elle pensait, elle se contentait souvent d'un « rien, je suis fatiguée » ou d'un « je me sens un peu, ailleurs », accompagné d'un regard fuyant, qui ne rencontrait pas le mien. Ce regard qui plongeait dans son téléphone avec une intensité nouvelle, comme si l'écran détenait la clé d'un mystère bien plus captivant que ma présence à ses côtés. Au début, je pensais que c'était la fatigue, le stress du travail, peut-être les soucis d'argent qui nous rongeaient silencieusement. N'est-ce pas la première chose que l'on se dit, lorsque l'on voit l'être aimé s'évaporer un peu, se protéger derrière un voile? On cherche des explications logiques, confortables, on balaie d'un revers de main cette légère brise froide qui annonce pourtant l'orage imminent. Et puis, il y avait ces réponses trop rapides, ces déviations subtiles. Un soir, je lui avais demandé comment s'était passée sa journée,
une question anodine, rituelle presque. Au lieu de l'habituel récit détaillé de ses anecdotes de bureau, elle avait lancé un « bien », rien de spécial, un peu trop vif, un peu trop ferme, avant de se lever brusquement pour s'occuper du dîner. C'était comme un point final claqué trop fort sur une phrase inachevée. Un autre jour, j'avais remarqué une nouvelle application sur son téléphone, un service de messagerie dont je n'avais jamais entendu parler. Je l'avais interrogé, sans aucune arrière-pensée, juste par curiosité. Sa réponse avait été un peu trop agacée, un peu trop évasive. « Oh, c'est juste pour le travail, pour un groupe avec des collègues. Tu sais, la nouvelle mode. » Et elle avait aussitôt changé de sujet, se lançant dans un récit détaillé d'une discussion qu'elle avait eue avec sa mère, Chantal, ma belle-mère, une femme au tempérament bien trempé, toujours pleine d'avis et d'idées, même quand on ne lui demandait rien. Je me suis dit qu'elle était juste surmenée, peut-être un peu irritable, comme nous le sommes tous parfois. Mon cœur, aveuglé par des années d'affection et de confiance absolue, refusait d'entendre les dissonances, de voir les ombres grandir sur le tableau que je croyais parfait. Le rythme de nos soirées avait changé aussi. Avant, nous passions de longues heures à discuter, à lire côte à côte, nos épaules se touchant, le simple fait d'être l'un près de l'autre suffisant à remplir l'espace. Mais progressivement, Élise avait commencé à réclamer plus de son temps, disant qu'elle avait besoin de se vider la tête, de regarder ses séries en solitaire ou de faire du sport à la maison, seule. Ces moments d'isolement, d'abord rares et justifiés, étaient devenus plus fréquents, des sortes de sanctuaires dans lesquels elle s'enfermait, me laissant seul dans le salon, face au mur de mes propres pensées. Je me retrouvais souvent à regarder les mêmes émissions de télévision qu'elle, mais dans une pièce séparée, une solitude nouvelle et étrange s'installant entre nous comme un meuble encombrant que personne n'osait déplacer. La chaleur de sa présence me manquait. Les conversations de fin de journée, si vitales pour nous avant, s'étaient raréfiées, remplacées par des échanges fonctionnels sur les courses à faire ou les factures à payer. Les câlins spontanés, les baisers volés sans raison, ces petits gestes qui cimentent l'intimité, se faisaient de plus en plus rares, comme si une fine pellicule de verre s'était posée entre nos peaux, rendant chaque contact légèrement moins direct, moins vibrant. Je me souviens d'une nuit en particulier. Le silence dans la chambre était si dense qu'il en devenait presque palpable, un silence différent de celui, confortable, des soirs où nous nous endormions l'un contre l'autre, bercés par le souffle régulier de l'autre. Non, celui-ci était lourd, saturé de non-dits. Élise était allongée sur le dos, les yeux grands ouverts fixant le plafond, son corps tendu à quelques centimètres du mien, mais le fossé entre nous semblait aussi profond qu'un canyon. J'avais tendu la main, cherchant la sienne, comme je le faisais si souvent pour me rassurer. Elle avait tressailli, puis sa main s'était glissée dans la mienne, mais le geste manquait de sa chaleur habituelle, c'était un contact mécanique, presque une obligation. J'avais senti une froideur émanant d'elle, une tension qui n'était pas la fatigue ordinaire. J'avais voulu demander ce qui n'allait pas, forcer la conversation, mais quelque chose m'en avait empêché, une peur sourde de la réponse, la crainte de briser un équilibre précaire qui, je le sentais, ne tenait déjà plus qu'à un fil. J'avais refermé les yeux, le cœur serré, et j'avais fait semblant de dormir, espérant que le matin effacerait cette sensation glaciale. Mais elle était restée, collée à moi comme une seconde peau. Qu'aurais-tu fait, à ma place, quand les signaux sont si subtils qu'ils ressemblent à de simples ombres, que tu te refuses à croire qu'elles sont les prémices d'un crépuscule? Connais-tu ce sentiment où l'instinct crie, mais la raison, armée d'amour et de déni, le muselle avec une force inouïe, persuadée de vouloir protéger ce qui est précieux, alors qu'elle ne fait que l'exposer davantage? Ce fut ma prison, construite brique par brique, par mon propre désir aveugle de préserver un bonheur qui, à mon insu, s'effritait déjà. Les dettes s'amoncelaient, lentement, insidieusement, comme une marée montante qui ne faisait aucun bruit mais dont on sentait la pression chaque jour un peu plus. Ce n'était pas une catastrophe subite, non, plutôt l'érosion lente d'un rivage qu'on pensait éternel. Le prêt immobilier, les réparations imprévues sur la voiture de fonction qui devenait un gouffre, cette fuite sous l'évier que j'avais bricolé mais qui, comme tant d'autres choses, menaçait toujours de ressurgir. Chaque mois, le calcul se faisait plus complexe, les fins de mois plus serrées. Et avec cette pression financière, un voile épais s'était tissé entre Élise et moi, un silence pesant qui remplaçait les rires d'autrefois. Je me souviens des soirées où nous parlions de tout et de rien, nos voix se mêlant, nos projets, si modestes soient-ils, nous unissant. Maintenant, le dîner se passait souvent dans une quiétude forcée, nos regards se croisaient mais ne se rencontraient plus vraiment, comme deux navires dans la brume. Les soupirs non dits, les pensées inachevées, les nuits qui,
même partagés dans le même lit, étaient solitaires, nos dos se tournant l'un à l'autre, un gouffre invisible nous séparant. Connais-tu ce sentiment où la présence de l'autre devient plus lourde que son absence, non par dépit, mais par l'écho du vide qu'elle révèle? C'est dans ce climat d'étouffement sourd qu'Élise, poussée par ma belle-mère Chantal, me confia un jour son désir ardent de prendre l'air. Je sentais la pression monter depuis des semaines. Chantal, ma belle-mère, était de ces femmes qui voient toujours le malheur ailleurs et la solution dans une fuite, une évasion, une dépense. Elle avait toujours eu une influence particulière sur Élise, une sorte de magnétisme qui me laissait souvent en marge. Chaque coup de téléphone de Chantal se terminait invariablement par un soupir d'Élise, une remarque sur notre routine écrasante, ou un regard teinté d'une insatisfaction nouvelle. C'est elle qui avait semé l'idée, je le savais, du besoin de se ressourcer, de souffler un peu. Élise m'en parla un soir, après que j'eus éteint la télévision, le silence de l'appartement retombant lourdement sur nos épaules. Sa voix était hésitante au début, presque coupable, puis elle prit de l'assurance, débitant des arguments préfabriqués. Tu sais, chérie, maman et moi, on parlait. On pensait que ça nous ferait du bien, à toutes les deux. Juste quelques jours, loin de tout. Loin de tout, cela signifiait loin de nos murs étouffants, loin des rappels à l'ordre de la banque, loin de mon visage fatigué, de mes tentatives maladroites de recoller les morceaux d'un tableau qui se fissurait déjà. Mes tripes se sont nouées. Mon premier réflexe fut de refuser, catégoriquement. Nous n'avions pas les moyens, pas pour ça. Chaque euro était compté, chaque dépense était un sacrifice. Mais j'ai vu le regard d'Élise, ce mélange d'espoir et de déception latente, et quelque chose s'est brisé en moi. C'était la même expression que j'avais vue la première fois qu'elle avait exprimé ce désir, cette étincelle éphémère qui disparaissait aussitôt face à la réalité de nos finances. J'ai revu nos débuts, l'amour incandescent, la promesse silencieuse de nous soutenir quoi qu'il arrive. Et là, à cet instant précis, j'ai cherché désespérément à croire que cette évasion, aussi irréfléchie soit-elle, pourrait encore sauver ce qui restait de notre bonheur, ou du moins ce que j'en percevais encore. C'était une tentative désespérée de racheter le temps perdu, de combler le vide qui s'était installé. N'avez-vous jamais, par amour ou par peur de perdre, fait une concession absurde, en espérant que ce sacrifice insensé porterait un fruit improbable? J'ai ravalé ma fierté, mes angoisses. J'ai inventé des solutions, gratté les fonds de tiroir, fait des heures supplémentaires que je ne savais pas comment caser. J'ai même dû demander une avance à mon patron, une humiliation silencieuse que j'avais cachée à Élise. Elle le méritait, pensais-je, un peu d'air, un peu de légèreté. Les préparatifs du voyage furent étranges. Élise semblait renaître, un peu. Ses pas étaient plus légers, un semblant de gaieté revenait dans ses yeux quand elle parlait des destinations possibles, des petits hôtels. Chantal, elle, était rayonnante, donnant des conseils sur les vêtements à emporter, les souvenirs à rapporter. Je les observais, assis en marge, comme un figurant dans leur propre pièce. Mon rôle se limitait à celui du pourvoyeur silencieux, de celui qui rendait cette escapade possible. Je portais les valises, vérifiais les billets d'avion, assurais les transferts bancaires pour les réservations. Chaque geste était empreint d'une tristesse résignée. Je me souviens de l'odeur de la crème solaire qu'Élise avait achetée, une odeur douce, exotique, qui jurait avec l'atmosphère lourde et poussiéreuse de notre appartement. Je me sentais exclu de cette bulle de légèreté, un spectre observant des vivants. Leurs conversations étaient chuchotées parfois, des rires légers s'échappaient de la cuisine où elles planifiaient leur journée, et ces bruits, loin de me rassurer, me laissaient un goût amer. Ils ne parlaient jamais devant moi des détails intimes de leur voyage, comme si je n'étais pas digne d'être initié à leurs petits secrets. Le jour du départ, l'atmosphère était électrique, pour elle du moins. Le taxi attendait en bas. Élise était belle, ses cheveux fraîchement coupés, un air d'anticipation sur son visage que je n'avais pas vu depuis des mois. Chantal, à ses côtés, irradiait une satisfaction presque insolente. Je les ai accompagnés jusqu'à la voiture, mon cœur lourd comme une pierre. Le baiser d'Élise fut rapide, un effleurement sur la joue, comme on salue un lointain parent. On se rappelle, d'accord, m'a-t-elle dit, avec un sourire forcé. Chantal m'a tapoté le bras, son regard perçant, un regard qui disait, tu as fait ce qu'il fallait. Puis elles sont montées, la voiture s'est mise en mouvement, et je les ai regardées disparaître au coin de la rue, les phares arrière clignotant un dernier adieu. Une boule d'appréhension s'est serrée dans ma poitrine, une sensation étrange et persistante. Le départ n'était pas seulement un adieu temporaire, je le savais au plus profond de moi.
C'était un prélude à quelque chose de plus sombre. Je suis rentré dans l'appartement vide. Le silence était assourdissant, amplifié par l'écho de leurs voix et de leurs rires qui résonnaient encore dans mes souvenirs. Le parfum d'Élise flottait encore faiblement, un sillage doux amer qui s'évaporait avec chaque minute qui passait. J'ai erré de pièce en pièce, touchant les objets familiers qui semblaient tout à coup dénués de sens. Le canapé où nous nous asseyions, la tasse de café encore sur la table de chevet d'Élise. Le temps s'était étiré, lent et oppressant. C'était comme si une ancre venait de lâcher prise dans les profondeurs, et que mon monde, mon navire, se mettait à dériver sans cap, sans certitude. Loin de moi l'idée qu'elle ne reviendrait pas, mais plutôt l'intuition que ce qui reviendrait ne serait pas la même chose, que quelque chose d'essentiel aurait été perdu, irrémédiablement altéré. C'était la peur de l'inconnu, bien sûr, mais surtout la certitude sourde que ce qui était parti n'était pas seulement ma femme et ma belle-mère pour des vacances, mais un fragment de ma propre vie, un PAN de ma confiance, un espoir fragile que j'avais laissé s'envoler, sciemment, par amour ou par faiblesse, vers un horizon que je ne pouvais pas voir, mais dont je sentais déjà la noirceur. Le jour de leur retour, je me souviens d'une attente fiévreuse, assise à la fenêtre, la main sur le cœur qui cognait comme un tambour de guerre. J'avais compté les heures, les minutes de cette absence qui avait creusé un vide assourdissant dans la maison. Chaque bruit de moteur lointain me faisait sursauter, chaque ombre dans la rue me laissait imaginer leur silhouette. J'espérais retrouver Élise, celle que j'avais connue, celle qui était ma lumière, mon pilier, celle qui, je l'espérais encore, ramènerait avec elle un peu de cette joie perdue. Mon beau-père, Serge, était arrivé peu avant elle, son visage fatigué portait la marque des mêmes jours d'inquiétude silencieuse. Nous nous étions assis, l'un en face de l'autre, dans un silence lourd, échangeant des regards qui en disaient plus long que 1000 mots sur nos appréhensions. La tension était palpable, suspendue dans l'air comme un rideau avant une pièce dont on presse la noirceur. Puis, le vrombissement familier de la voiture de Chantal a brisé le calme. Mon cœur a fait un bond, et mes mains se sont mises à trembler. Quand elles ont franchi le seuil, l'image que j'ai vue m'a glacé le sang d'une manière que je n'avais pas anticipée. Élise et Chantal arboraient des sourires que je n'ai jamais pu qualifier autrement que de surdimensionnés, presque caricaturaux. Leur rire était trop sonore, trop aigu, comme des clochettes brisées dont la mélodie serait devenue stridente. Elles parlaient fort, se coupaient la parole, une euphorie forcée s'échappait d'elles, couvrant la pièce d'un voile épais et artificiel. C'était comme si elles jouaient un rôle, un théâtre mal répété où chaque geste, chaque intonation sonnait faux. N'avez-vous jamais ressenti cette dissonance, ce décalage profond entre ce que les gens montrent et ce que votre instinct crie? Leurs visages, bronzés par un soleil que je n'avais pas partagé, brillaient d'une lumière nouvelle, mais leurs yeux, eux, dansaient d'une nervosité que même l'éclat de leur sourire ne parvenait pas à masquer. Il y avait dans leur façon de se regarder, de se toucher l'épaule, de hocher la tête l'une à l'autre, une conspiration silencieuse, une compréhension mutuelle qui m'excluait totalement. Elles déballaient leurs souvenirs de voyages à toute vitesse, des plages idylliques, des cocktails exotiques, des anecdotes joyeuses qui semblaient sorties d'une brochure publicitaire. Mais chaque fois que je tentais de poser une question plus précise, le regard d'Élise fuyait, ou Chantal intervenait avec une nouvelle histoire pour détourner l'attention. C'était comme un jeu de cache-cache où les règles m'étaient inconnues, où chaque porte que j'essayais d'ouvrir se refermait aussitôt. Serge, à côté de moi, avait le front plissé, ses yeux clairs observant chaque détail, chaque micro-expression sur leur visage, avec une acuité que je n'avais pas encore. Je pouvais sentir son malaise, une lame froide sous ma gorge aussi, cette même sensation d'une vérité dissimulée, prête à jaillir à tout moment. Les jours qui ont suivi leur retour ont été un supplice silencieux. La maison avait retrouvé ses occupantes, mais elle restait habitée par un étranger. Élise était là, physiquement présente, mais son esprit vagabondait loin de moi. Ses gestes étaient empreints d'une nouvelle autonomie, d'une distance que je ne lui connaissais pas. Elle passait des heures enfermée avec sa mère, des murmures et des éclats de rire étouffés par la porte. Quand je demandais ce qui se passait, la réponse était invariablement la même, des secrets de filles, ou, tu sais, les histoires de femmes. C'était un mur infranchissable, construit brique par brique sous mes yeux, me laissant au dehors, seul avec mes interrogations. Ne vous êtes-vous jamais senti transparent, comme si votre présence n'était plus qu'un fantôme dans votre propre foyer? La tension s'épaississait à chaque repas, à chaque soirée où le silence se faisait plus lourd que les mots. Élise et Chantal avaient développé une complicité fusionnelle, une bulle d'intimité dans laquelle Serge et moi n'avions plus notre place. Les repas étaient tendus, nos tentatives de conversation se heurtaient à des réponses évasives, à des soupirs impatients.
C'était comme essayer de nager dans de la mélasse, chaque mouvement était une lutte, chaque mot un effort. Je me sentais de plus en plus exclu, relégué au rang de simple spectateur de ma propre vie. Puis, une après-midi, alors que le soleil filtrait paresseusement à travers les volets, Élise, avec une nonchalance calculée qui me parut suspecte, a lancé l'annonce comme on jette une pierre dans un étang calme. Oh, au fait, maman et moi avons pris rendez-vous chez le médecin. Juste pour un contrôle de routine, après le voyage. Histoire de s'assurer que tout va bien. Sa voix était trop légère, trop enjouée pour la banalité de l'information. Elle évitait mon regard, occupée à ranger des magazines sur la table basse, ses doigts effleurant les pages avec une nervosité à peine contenue. Un contrôle de routine? Ensemble? Après un voyage qui s'était transformé en une échappée lointaine, une parenthèse dorée où l'argent semblait ne plus avoir d'importance? La phrase résonna dans mon esprit, dénuée de sens. Les contrôles de routine, on les fait seuls, à intervalles réguliers, pas juste après un séjour à l'étranger, et encore moins en duo. L'excuse était aussi transparente qu'une vitre sale. Serge, qui était en train de siroter son café, a posé sa tasse avec un cliquetis sec. Je l'ai vu froncer les sourcils, un pli d'interrogation creusant son front. Un contrôle pour quoi faire exactement, a-t-il demandé, sa voix calme, mais perçante, coupant court à l'apparente insouciance d'Élise. Chantal, qui était restée silencieuse jusque-là, s'est empressée de répondre, comme si elle avait attendu sa réplique dans une pièce de théâtre. Oh, Serge, tu sais, c'est important de se faire suivre. On a été à l'étranger, on a goûté de nouvelles choses, il faut s'assurer qu'on n'a rien attrapé. C'est la prudence qui nous guide, voyons. Elle a fait un geste de la main, comme pour balayer nos inquiétudes d'un revers méprisant. Attraper quoi? J'ai demandé, ma voix plus raide que je ne l'aurais voulu. Mon estomac s'était noué, une pelote de fil froid et emmêlé. L'innocence apparente de leur démarche se fissurait sous la pression de nos questions. Elles avaient toutes les deux ce même rictus forcé, ces sourires qui ne montaient pas aux yeux, révélant une gêne palpable. Mais rien de grave, mon chéri. Juste, des précautions. Vous êtes tellement paranoïaques, vous les hommes. Élise a ri, un rire qui sonnait creux, comme celui d'une marionnette. Mais ce rire n'a fait qu'accentuer mon malaise. Le gong funèbre que j'avais senti au fond de mon estomac s'est mis à résonner avec plus de force, de plus de clarté. Ce n'était pas un simple contrôle, je le savais. L'air autour d'elle s'était épaissi, saturé d'un non-dit pesant, d'un secret trop lourd pour être contenu. Les jours précédant le rendez-vous chez le docteur Dubois ont été un véritable enfer mental. Chaque nuit, je me tournais et me retournais dans le lit, les pensées s'entrechoquant dans ma tête. Je tentais de rationaliser, de trouver des explications logiques à cette histoire de contrôle de routine en duo. Était-ce une nouvelle mode? Une sorte de solidarité féminine que je ne comprenais pas? Mais mon cœur, lui, mon instinct, ne cessait de crier au mensonge. C'était comme une goutte d'eau froide qui tombait inlassablement sur une pierre, érodant peu à peu ma façade de déni. Je me suis mis à les observer sans qu'elles le sachent, des fragments de conversation, des regards échangés. J'ai remarqué qu'elles devenaient étrangement nerveuses à l'approche de la date fatidique. Leur voix baissait quand elles pensaient que personne n'écoutait, leurs gestes devenaient brusques. Elles passaient de plus en plus de temps au téléphone, des appels qui s'interrompaient brusquement quand j'entrais dans la pièce. C'était un ballet incessant de mensonges et de dissimulation, et je me sentais piégé au milieu, observant la danse macabre sans en comprendre les pas. Serge, lui aussi, sentait la même chose. Nous partagions des regards lourds de sens, des soupirs échangés dans le silence de la cuisine. Une après-midi, alors qu'elles étaient sorties faire des courses, il s'est tourné vers moi, les yeux chargés d'une tristesse et d'une anxiété qui reflétaient les miennes. « Elle nous cache quelque chose, mon garçon » a-t-il murmuré, sa voix rauque. Quelque chose de pas net. Je le sens. Je le sens au fond de mes os. Et je le sentais aussi. C'était comme une odeur âcre, celle de la trahison, qui commençait à imprégner chaque recoin de la maison, de nos vies. La décision d'accompagner Élise et Chantal à la clinique n'a pas été prise sur un coup de tête. Ce n'était pas une preuve d'amour, ni même de soutien. C'était une nécessité, une pulsion irrépressible, une soif de vérité qui me dévorait. J'avais dit à Élise que je voulais m'assurer qu'elles allaient bien, que je ne voulais pas qu'elles aient à se soucier du trajet. Elle avait hésité, son visage se crispant légèrement, mais face à mon insistance polie, elle avait fini par céder.
Chantal, elle, avait affiché un sourire contraint, dont la fausseté était une gifle. Mon beau-père, Serge, sans même que j'aie besoin de lui demander, avait insisté pour venir aussi. Je savais pourquoi. Nous savions tous les deux. Nous étions des naufragés s'accrochant à la même planche de salut, prêts à affronter la tempête qui se profilait à l'horizon. Nous étions deux âmes perdues, marchant vers l'inconnu, mais avec la certitude glaçante que cet inconnu contiendrait la révélation de nos pires peurs. Le rendez-vous chez le médecin n'était pas un simple contrôle. C'était le jour du jugement. La porte s'était refermée sur Élise et Chantal, claquant derrière elle comme un couperet, nous laissant Serge et moi suspendus dans le vide clinique de cette salle d'attente. L'air, déjà lourd du parfum âcre de désinfectant et de l'odeur métallique de l'angoisse, semblait se condenser, pressant sur ma poitrine comme une main invisible. Les néons blancs, au lieu d'éclairer, accentuaient la froideur stérile des lieux, projetant des ombres longues et déformées sur le carrelage pâle. Chaque minute qui s'écoulait était une aiguille plantée dans ma chair, une torture lente orchestrée par le tic-tac monocorde de l'horloge murale, dont le son résonnait dans le silence assourdissant, amplifiant l'absurdité de notre attente. Connais-tu ce sentiment où le temps, habituellement un fleuve indifférent, se transforme en une cascade gelée, où chaque seconde est une éternité de pressentiments noirs? Serge, assis en face de moi sur une chaise en plastique inconfortable, n'avait pas prononcé un mot depuis que les femmes étaient entrées. Son visage, habituellement si jovial, était à présent un masque de granit, ses yeux bleus, d'ordinaire pétillants, étaient ternis par une angoisse palpable. Nos regards se croisaient parfois, des éclairs de peur et d'incompréhension traversant nos pupilles, mais aucun de nous n'osait briser le silence, de peur de libérer les démons que nous sentions tous deux tapis dans l'ombre. Je me sentais pris au piège, le corps tendu, les mains moites, mon cœur battant la chamade contre mes côtes comme un oiseau en cage. Mon esprit, lui, était un champ de bataille, chaque pensée une écharde, chaque scénario pire que le précédent. Je tentais de me raccrocher à des explications rationnelles, une fatigue liée au voyage, un virus banal, mais une voix, sourde et insistante, murmurait au fond de moi des mots que je refusais d'entendre. C'était la même voix qui m'avait chuchoté les doutes ces dernières semaines, la même qui avait tenté de percer mon déni face au regard fuyant d'Élise, au murmure avec sa mère, à cette distance qui s'était creusée, profonde comme un canyon entre nous. N'avez-vous jamais senti cette certitude froide, cette connaissance instinctive qui vous transperce le ventre, bien avant que les faits ne viennent brutalement la confirmer? Les minutes, qui ressemblaient à des heures, s'étiraient. J'entendais le bourdonnement lointain de la climatisation, le son étouffé d'une conversation dans un autre cabinet, la toux sèche d'un patient plus loin dans le couloir. Chacun de ces bruits, infime en temps normal, devenait une agression sonore dans l'accalmie tendue de notre attente. Je me frottais les paumes, cherchant à évacuer une partie de la tension, et mon regard se perdait sur une vieille affiche de prévention, ses couleurs délavées témoignant d'années de regards indifférents. Je me sentais comme un condamné, attendant le verdict, chaque fibre de mon être hurlant de fuir, mais incapable de bouger. Serge, lui aussi, semblait figé, sa respiration lente et profonde la seule preuve qu'il était encore là, à mes côtés, partageant cette attente insoutenable. Nous étions deux piliers face à un orage imminent, l'un portant le poids de son mariage, l'autre celui de sa fille et de sa femme, nos destins si étrangement liés dans cette épreuve. Soudain, la porte du cabinet médical s'ouvrit. Le docteur Dubois apparut, son visage tiré, ses lunettes glissant légèrement sur l'arête de son nez. Ses yeux, habituellement doux et bienveillants, étaient empreints d'une gravité qui me glaça le sang. Élise et Chantal étaient derrière lui, leur visage pâle, leurs regards baissés, esquivant les nôtres avec une honte mal dissimulée. C'était comme si un projecteur venait d'éclairer une vérité enfouie, et la clarté crue de la lumière m'aveugla un instant. Le docteur nous invita d'un geste las à le suivre dans son bureau, un petit espace encombré de dossiers et d'ordinateurs, où l'air semblait encore plus lourd, saturé de non-dits. « Asseyez-vous, je vous en prie », dit-il d'une voix monocorde, dont la neutralité masquait mal une pointe de gêne. Élise et Chantal s'assirent côte à côte sur une petite banquette, leurs épaules se touchant sans que leurs regards ne se croisent. Serge et moi prîmes les deux chaises devant le bureau du médecin, nos genoux frôlant presque l'angle du bois. Le docteur Dubois s'éclaircit la gorge, ses doigts s'entrelaçant sur son bureau comme pour se donner du courage. Mesdames sont venues me consulter suite à des symptômes inhabituels, apparus après leur voyage, commença-t-il, sa voix mesurée, presque robotique, comme s'il récitait une litanie apprise par cœur. Il fit une brève pause, et dans ce silence tendu, j'entendis le battement assourdissant de mon propre cœur. C'était un silence lourd, pesant, le genre de silence qui précède une chute,
le moment suspendu avant que le verre ne se brise. Après quelques examens, il s'avère qu'elles présentent toutes les deux la même infection. Une infection, sexuellement transmissible. Les mots sortirent de sa bouche comme des coups de marteau sur le verre de notre réalité. Le son de sa voix n'était pas fort, mais l'impact fut tel qu'il résonna dans chaque fibre de mon être. Sexuellement transmissible. L'écho de ces deux mots se répercuta dans ma tête, se propageant comme une onde de choc, brisant une à une toutes les images de bonheur, de confiance, de fidélité que j'avais construites au fil des ans. Mon esprit, qui s'était obstiné à chercher des explications rationnelles, fut brutalement confronté à l'irrationnel, à l'indicible. Je sentis le sang se retirer de mon visage, le froid me saisir, non pas un froid extérieur, mais un gel intérieur qui partait de mon ventre et remontait le long de ma colonne vertébrale. Une émestée, balbutia Serge, sa voix brisée, un hoquet d'incrédulité et de douleur. Il avait les yeux fixés sur Chantal, sa femme depuis plus de 30 ans, la mère de sa fille, son pilier. Et la trahison, désormais, était gravée dans le marbre. Chantal ne leva pas les yeux, ses mains serrées sur ses genoux, son corps recroquevillé comme pour se protéger d'une foudre imaginaire. Élise, à ses côtés, était pétrifiée, son visage blafard, ses lèvres tremblantes. Le docteur Dubois, visiblement mal à l'aise, se contenta d'acquiescer, son regard évitant les nôtres. Il était le messager d'une apocalypse personnelle, et le poids de cette révélation semblait peser sur ses propres épaules. « Je suis désolé », ajouta-t-il d'une voix à peine audible, mais les tests sont formels. Il s'agit d'une infection, qui se contracte par des chemins détournés, si vous voyez ce que je veux dire. Des chemins détournés. La métaphore était claire, limpide, et elle transperça mon cœur comme une lame incandescente. Ce n'était pas seulement Élise. C'était Chantal aussi. Un double coup de poignard, une trahison en miroir, où ma femme et ma belle-mère avaient partagé non seulement un voyage, mais aussi une infidélité, une dérive qui les avait conduites toutes les deux dans les bras d'autres hommes. Le monde entier s'est alors effondré sous mes pieds, non pas d'un coup, mais en un lent et inexorable glissement de terrain. J'avais l'impression que le sol s'ouvrait, révélant un lac de boue, de mensonges et de dépravation sous nos pieds. La confiance, ce fil d'or invisible qui tissait la trame de ma vie, venait d'être déchiré en 1000 morceaux. Mon mariage, mes rêves, mes projets d'avenir, tout cela n'était plus qu'un tas de gravats fumants. Un rugissement sourd monta du fond de ma gorge, un mélange de colère, de douleur et de désespoir. J'ai bien cru que j'allais exploser, que mon corps allait céder sous la pression insoutenable de cette vérité brutale. Mais non, je suis resté là, figé, comme paralysé par l'horreur. C'était comme si un voile venait d'être arraché, dévoilant la réalité crue et hideuse qui se cachait derrière les sourires forcés, les regards fuyants et les murmures secrets. Comment est-ce possible? Mon beau-père, Serge, a réussi à articuler ces mots, sa voix étranglée par l'émotion. Il ne s'adressait pas au docteur, mais à Chantal, la femme de sa vie. Ses yeux l'imploraient d'une explication, d'un signe, d'une seule raison qui pourrait donner un sens à cette absurdité. Mais Chantal, la tête basse, ne répondait pas, sa silhouette recroquevillée dans un silence accusateur. Et Élise. Mon Élise. Celle que j'avais aimée, celle à qui j'avais tout donné, celle pour qui j'avais travaillé sans relâche, elle était assise là, à quelques mètres de moi, un étranger dans mon propre cœur. Elle ne me regardait pas. Son silence était un aveu, son immobilité une confirmation. La femme que j'avais épousée était morte à cet instant précis, et celle qui était assise devant moi était une inconnue, porteuse d'une maladie et d'un secret qui avait empoisonné notre amour jusqu'à la moelle. La scène, ces quelques minutes suspendues dans le bureau du docteur Dubois, est gravée en moi avec une netteté terrifiante. C'était le point de non-retour, l'instant où le destin a basculé, où l'innocence a été brisée à jamais. Après le choc initial, une vague d'indignation m'a submergé. Non seulement Élise m'avait trahi, mais elle l'avait fait de concert avec sa propre mère, ma belle-mère, et elles avaient ensuite cherché à me duper, à nous duper, Serge et moi, avec cette histoire de contrôle de routine. C'était une double tromperie, une conspiration du silence qui s'était étendue au-delà de l'infidélité pour toucher au cœur même de la confiance familiale. Les mots suivants du docteur Dubois sur les traitements, les précautions à prendre, les implications de cette maladie, n'étaient plus qu'un bruit lointain. Mon esprit était ailleurs, perdu dans les ruines fumantes de ma vie. Je ne me souviens pas comment nous sommes sortis de ce bureau, ni des mots qui ont pu être échangés. Tout était flou, comme si le monde avait perdu sa netteté, ses couleurs.
Je me rappelle seulement une sortie précipitée de la clinique, Serge et moi marchant devant, laissant Élise et Chantal derrière, leurs pas traînant, leurs ombres s'étirant derrière nous comme des spectres. Le silence, cette fois, n'était pas l'angoisse de l'attente, mais le vide assourdissant d'une dévastation totale. Les jours qui ont suivi ont été un maelstrom de colère, de larmes et de confrontation. Mon foyer, jadis un havre de paix, s'était transformé en un champ de bataille silencieux. Élise a d'abord nié, puis s'est recroquevillée dans un mutisme obstiné, ses larmes ne parvenant pas à effacer la tache indélébile de sa trahison. Les détails ont émergé au compte-gouttes, arrachés dans des éclats de voix, des nuits blanches d'accusation et de remords. Le voyage entre mère et fille n'était qu'un alibi, une couverture pour une escapade clandestine où elles avaient cherché, chacune de leur côté, un réconfort illusoire, une échappatoire à une vie qu'elles jugeaient étouffante. Elles avaient toutes les deux rencontré d'autres hommes, des passades éphémères qui s'étaient transformés en un poison lent, contaminant non seulement leur corps, mais aussi l'âme de nos familles. La trahison d'Élise était une blessure ouverte, béante, mais la participation active de Chantal, ma belle-mère, celle que j'avais toujours respectée, celle qui aurait dû être un guide, une figure maternelle, a multiplié ma douleur par 1000. Comment pouvait-elle non seulement trahir son propre mari, Serge, mais aussi encourager sa fille, ma femme, à faire de même? Quel genre de mère, quel genre de femme pouvait agir ainsi, balayant d'un revers de main des années de loyauté, d'amour, de sacrifice? Serge, mon beau-père, était mon seul allié dans cette tempête. Nous étions deux naufragés sur une même île déserte, partageant le même sort, la même stupeur. Sa douleur était aussi profonde que la mienne, peut-être même plus, car c'était sa femme, sa propre chair qui l'avait poignardée dans le dos. Il y a eu des jours où nous nous asseyions simplement dans le silence de mon salon, buvant un café amer, nos regards vides, nos esprits hantés par les mêmes images, les mêmes questions sans réponse. Connais-tu cette fraternité du malheur, ce lien indéfectible qui se tisse entre deux âmes brisées par la même tragédie? Les conséquences furent immédiates et dévastatrices. Élise a quitté la maison, emportant avec elle non pas des biens matériels, mais les dernières étincelles d'espoir qui me restaient. Le divorce fut inévitable, un processus long et douloureux qui a mis à nu chaque faiblesse, chaque secret, chaque blessure. Je me suis retrouvé seul dans cette maison qui résonnait désormais du vide de son absence, chaque objet, chaque souvenir, une cicatrice. Les dettes, loin de disparaître, se sont alourdies, la charge financière s'ajoutant à la détresse émotionnelle, transformant ma vie en une lutte quotidienne pour simplement respirer. Et Serge? Sa relation avec Chantal, je ne peux que l'imaginer. Je sais qu'il a tenté de comprendre, de pardonner, de sauver ce qui pouvait l'être. Mais comment reconstruire sur des ruines aussi profondes? La trahison, comme un cancer, ronge tout sur son passage, laissant derrière elle un paysage dévasté. Je l'ai revu quelques mois plus tard, vieilli, les traits tirés, l'éclat de ses yeux définitivement éteints. La période post-tragédie fut un long désert de solitude. Ma routine, jadis rythmée par la présence d'Élise, est devenue une succession mécanique de gestes vides. Je me levais, travaillais, mangeais, dormais, le tout enveloppé dans un brouillard d'indifférence. La confiance, je l'avais perdue, non seulement envers les autres, mais aussi envers moi-même. Comment avais-je pu être si aveugle? Si naïf? Les peurs et les doutes qui avaient toujours été des murmures lointains étaient devenus des voix hurlantes, des fantômes qui me suivaient partout. Aujourd'hui, des années plus tard, je suis toujours là, portant les cicatrices de cette histoire comme des tatouages invisibles. J'ai appris à vivre avec la douleur, à la transformer en une forme de résilience amère. La vie continue, oui, mais elle n'est plus la même. Le monde, lui non plus, n'est plus le même. Je vois les choses différemment, avec une lucidité parfois cruelle. La confiance est devenue un privilège rare, difficile à accorder, facile à briser. J'ai compris que les circonstances extérieures, l'argent, la pression sociale, les désirs non exprimés, peuvent pousser des personnes que l'on croit connaître à commettre l'impensable. Et que les démons intérieurs, nos peurs, nos doutes, nos faiblesses, peuvent nous rendre vulnérables aux sirènes de la tentation. Cette histoire, la mienne, aurait pu arriver n'importe où, à n'importe qui. Il suffit d'un instant pour que tout bascule, d'une décision malheureuse, d'une accumulation de non-dits, pour que les fondations les plus solides se transforment en sable mouvant. Nous sommes tous des êtres fragiles, à la merci des événements, de nos propres faiblesses et de celles des autres. C'est un rappel brutal de la complexité des relations humaines, de la facilité avec laquelle l'amour peut être perverti,
et de la douleur incommensurable qu'une trahison peut infliger. J'ai appris que parfois, la vérité la plus dure est celle qui se cache derrière les sourires les plus brillants et les secrets les mieux gardés. Si mon histoire t'a touché, si tu as déjà ressenti cette douleur, cette trahison, ou même cette peur de l'inconnu, n'hésite pas à laisser un commentaire ci-dessous. Partage ton vécu, tes réflexions. Car nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves. Et si tu veux entendre d'autres histoires, d'autres récits de vie, abonne-toi à ma chaîne. Ensemble, nous pouvons trouver un sens à ce qui semble parfois insensé. Prenez soin de vous.